Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de répondre à la question d'un abonné et d'apprendre à faire ça. On commence par écouter la question. Bonjour Henri Golo. Je souhaiterais faire des time-lapse de lever ou de coucher de soleil. Il va y avoir donc un changement sur la lumière. Alors, je m'interroge sur le réglage de la prise de vue. Doit-on changer les réglages pendant le traitement? À quel moment? Et voilà, est-ce qu'il y en a une astuce pour savoir quoi mettre rapidement comme réglage? Voilà. Et donc, est-ce qu'il y a un post-traitement à faire sur les images avant de créer le time-lapse? Voilà, donc merci de répondre à mes questions cordialement. Eh bien Henri, merci pour votre question. J'en profite également pour signaler que si vous avez des questions sur la photographie, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre en vidéo le plus souvent possible. Votre question Henri mérite en effet qu'on s'y attarde. Déjà parce que la création d'un time-lapse est un sujet très intéressant, et quand se pose la difficulté d'un lever ou un coucher de soleil, le passage de la nuit au jour, ou du jour à la nuit, cette complication n'est pas si simple à résoudre. Je ferai une série complète sur les timelapses, mais il faut, pour répondre à la question, voir les grandes lignes sur leur création. Tout d'abord, prenez les photos au format RAW, quand votre appareil vous le permet. Vous aurez plus de latitude dans le traitement. Faites la mise au point manuellement. Certes, les autofocus sont très puissants de nos jours, mais justement un peu trop pour ce que nous voulons faire. On fera le point et on ne bouge pas tout au long du timelapse. Un timelapse, c'est une vidéo où le temps est accéléré, car on prend des photographies à un intervalle régulier que l'on assemble pour obtenir par exemple le rythme de 25 images par seconde. Les photos qui seront assemblées peuvent être très différentes du début à la fin, mais pour rendre la vidéo plus fluide, il faut respecter deux principes, garder toujours le même intervalle et garder une profondeur de champ stable. Photographie seule ou assemblage, le principe reste le même. Il faut garder une exposition correcte pour la lumière disponible. Nous disposons donc des mêmes critères pour y parvenir, que la photo soit unique ou que le nombre soit important pour créer une vidéo de plusieurs secondes, le triangle de l'exposition, soit l'ouverture, la durée d'obturation et la sensibilité du capteur. Mais nous allons être bloqués au niveau de l'ouverture, car si vous avez suivi ma vidéo sur les bases de la photographie, ou encore celle sur la profondeur de champ par l'ouverture, vous savez que l'un des effets de la variation de l'ouverture est de modifier la profondeur de champ, la zone de netteté dans le plan focal. Il n'est pas interdit de modifier l'ouverture pendant un timelapse, mais ce n'est pas recommandé. On va donc jouer sur l'ouverture avec raison, en gardant une profondeur de champ stable sur la durée. Il nous restera donc que la durée d'obturation et la sensibilité du capteur pour compenser le manque ou apport de lumière durant le temps nécessaire pour créer notre timelapse. Nous allons également garder un même intervalle entre chaque prise de vue, car c'est cet intervalle constant qui va donner le rythme à notre vidéo. Là aussi, il n'est pas interdit de faire varier le rythme en captation vidéo. Faire du ralenti ou de l'accéléré est même courant. Mais quand vous prenez une vidéo avec un effet ralenti, vous ne changez pas le rythme du sujet capturé. La voiture roule toujours à la même vitesse, par exemple, mais le nombre d'images par seconde. Par exemple, vous en prenez 50 par seconde pour ensuite passer le film à 25 images par seconde, et c'est cela qui donne le ralenti. Pour un timelapse, c'est la même idée. Si vous capturez le mouvement des passants, vous allez choisir un intervalle, c'est la vitesse du sujet. Si vous faites varier cet intervalle, vous allez modifier la vitesse, ce qui sera désagréable à voir. En règle générale, pour des piétons, on a un intervalle de 1 seconde pour rendre le déplacement fluide. Environ 3 secondes pour des nuages, 5 à 10 secondes pour le lever de coucher de soleil, 30 secondes pour du ciel étoilé pour de la Voie lactée. Bon, voyons les paramètres de la prise de vue. Je choisis un cadrage avec précaution pour sa première timelapse, comme il sera le même sur plusieurs centaines de photos, autant qu'il soit choisi avec vous. Nous allons prendre les photos en mode manuel. Nous voulons avoir totalement la main sur le triangle de l'exposition. Nous avons déjà un critère plus ou moins imposé, l'ouverture. Nous allons le plus souvent choisir une ouverture moyenne, c'est cette valeur-là que votre objectif donne le meilleur résultat. Du moins, vous allez tendre vers cette ouverture moyenne. En effet, nous pouvons, quand la quantité de lumière est assez forte, attaquer avec une petite ouverture. D'une part, la perte de qualité par rapport à l'ouverture moyenne ne sera pas trop visible en vidéo.
D'autre part, la profondeur de champ reste encore importante sur les valeurs moyennes d'ouverture, par exemple F8. Du coup, si l'on part de F13 pour finir à F8, je m'offre 2 stops d'écart pour faire varier le débit de lumière sans sacrifier trop en qualité et en écart de profondeur de champ. Il faudra éviter d'ouvrir plus par contre, car là, même avec un objectif grand angle, on va avoir une trop grande différence dans la zone de netteté entre le début et la fin. Si vous passez du jour à la nuit, vous allez prendre vos premières photos avec une sensibilité la plus basse possible, car c'est là que vous avez la meilleure qualité. Mettons ISO 100. Nous avons une ouverture à F13, des ISO à 100. Il est facile de se servir du posemètre de l'appareil pour obtenir le troisième critère, la durée d'obturation. Vous faites varier cette durée jusqu'à passer le posemètre sur le 0. Et comme la lumière va fortement varier au cours du temps, il faudra compenser en permanence l'apport ou la perte de lumière. On fait varier l'ouverture, la sensibilité ou la durée d'obturation? Les trois, mon colonel. Après, les trois n'ont pas la même conséquence. L'ouverture influence la profondeur de champ, la durée d'obturation a une influence sur comment on capture les mouvements, la sensibilité va avoir une influence sur la qualité de l'image. Après, si vous passez du jour à la nuit, vous allez sans doute finir à des valeurs extrêmes pour ces deux derniers paramètres, donc c'est plus un choix personnel que purement logique. Pour la durée d'obturation, vous allez être limité par le temps d'intervalle fixé par avance. Par exemple, si vous avez un intervalle de 10 secondes, vous pouvez avoir un temps d'obturation en théorie au maximum de 10 secondes. En pratique, nous verrons que ce sera même moins, pour une raison toute simple. Pour la sensibilité, vous allez être limité par la capacité de votre boîtier de monter dans les ISO sans trop dégrader la qualité. Ça va donc dépendre de votre boîtier et de la limite que vous allez fixer sur ce qui vous semble correct en termes de bruit. Pour ma part, je trouve qu'il vaut mieux changer la durée d'obturation dans un premier temps, plutôt que la sensibilité qui dégrade l'image. C'est là que vous allez être en pratique limité à une durée plus petite que votre intervalle. Vous lancez la série de prises de vue grâce par exemple à une télécommande intervallomètre. Admettons que vous ayez un 50e de seconde. La première photo sera prise, et comme vous avez programmé votre télécommande pour prendre une photo dans 10 secondes, vous allez attendre 10 secondes moins un 50e de seconde. Mettez ce temps à profit pour regarder où en est votre posemètre. Au début, la variation de luminosité n'est pas très grande, même pendant un intervalle de 10 secondes. Vous allez sans doute conserver les mêmes paramètres pour la photo suivante. Mais rapidement, la lumière va baisser dans le cadre du passage du jour à la nuit, ou augmenter dans le cas inverse. Si vous en faites rien, la photo sera plus sombre ou plus claire. Comme la photo se prend à un 50e de seconde et que la suivante sera prise dans 10 secondes, moins une 50e de seconde, vous avez le temps de modifier la durée d'obturation. Les appareils sont réglés par défaut pour afficher la dernière photo prise pendant environ 2 secondes. Je vous conseille de désactiver cet affichage car pendant ce laps de temps, vous ne pourrez pas modifier les paramètres de prise de vue. Voir la tête de votre photo ne vous servira à rien. C'est avant que la photo soit prise qu'il faut être réactif. Si vous ne jouez que sur la durée d'obturation, sans toucher à la sensibilité, vous risquez rapidement d'obtenir des durées d'obturation proches de votre intervalle. Or, comme vous devez changer les paramètres manuellement, vous allez avoir du mal à le faire car vous avez de moins en moins de temps pour le passage du jour à la nuit. C'est pourquoi, toujours dans la limite du raisonnable pour garder une qualité d'image, vous allez jouer sur la sensibilité afin de ne pas être trop vite au taquet sur la durée d'obturation. Vous vous souvenez, on s'est offert une plage d'action également sur l'ouverture. Il n'y a pas de règle toute faite du quand agir sur l'ouverture, sur la durée ou sur la sensibilité. C'est à vous de jongler avec les trois. C'est pour cela qu'il faut bien garder en tête les conséquences sur la prise de vue et de chacun des paramètres. Les principes restent les mêmes pour le passage de la nuit au jour, mais c'est finalement plus simple car vous allez avoir de plus en plus de temps pour effectuer les changements. Entre chaque pause, la durée d'obturation diminue. Ces manipulations ne sont pas complexes, juste contraignantes. Il faut surveiller le posemètre comme le lait sur le feu. Si vous voyez que vous passez de 0 à moins 0,3, vous intervenez sur l'ouverture, la durée d'obturation ou la sensibilité. Il est évident qu'un appareil qui possède des boutons ou molettes pour effectuer mécaniquement ces actions sont à privilégier par rapport à ceux où il faut passer par un menu pour la rapidité d'action. Par exemple, sur le Sony A7 II, en mode manuel, j'ai une molette qui me permet de modifier la durée d'obturation directement, une molette qui me permet de modifier l'ouverture directement, et une molette pour modifier la sensibilité ISO directement. En programmant l'appareil pour effectuer des modifications par tiers de stop, je peux rapidement agir sur l'expo sans entrer dans un menu, ce qui serait bien trop long. Si vous êtes rigoureux, à la fin de votre prise de vue, vous allez obtenir plusieurs centaines de photos qui formeront votre timelapse. Pourquoi procédons-nous manuellement et non automatiquement?
On peut légitimement se poser la question dans la mesure où il existe par exemple le mode semi-automatique priorité ouverture, mode dans lequel on bloque l'ouverture et l'appareil va faire varier la durée d'obturation et la sensibilité pour obtenir l'exposition correcte. Or c'est exactement ce que l'on fait manuellement, sauf que là l'appareil le fait tout seul pour nous. La raison est toute simple, l'appareil va faire un peu ce qu'il veut à chaque prise de vue. Il suffit qu'un nuage plus important passe à un moment et l'exposition est changée brutalement. Pour compenser, l'appareil va peut-être fortement augmenter la durée d'obturation pour la baisser une fois le nuage passé. En manuel, vous allez sans doute ne pas toucher à la durée pendant le passage du nuage car vous êtes conscient de l'origine de la variation du posemètre. En tout cas, c'est vous qui prendrez la décision. L'idée, c'est d'éviter le scintillement dû à des fortes hausses ou baisses de luminosité. Nous verrons comment l'atténuer pendant le traitement sur l'ordinateur. D'ailleurs, je vous propose de se retrouver devant la machine et de voir ensemble tout ça tout de suite. Allez, comme promis, on se retrouve devant l'écran pour pouvoir faire le traitement des timelapses et de différentes photos qu'on a prises. Donc là, je vais tout simplement sélectionner le répertoire dans lequel est contenu mes photos. Et donc, il va me télécharger donc les différentes photos. Donc, mes souvenirs sont bons. Il y en avait un peu plus de 600, je crois 642. Donc là, dans un premier temps, il va charger tout le répertoire avec toutes les photos qui sont contenues dedans. Et on va voir un petit peu ce que ça donne en termes de timelapse. Voilà, donc dès qu'il a fini de télécharger les photos, il va faire un petit peu le transfert des fichiers XMP qui contiennent donc les différents paramètres. Donc je rappelle en fait ici le principe c'est d'associer le logiciel RM Timelapse avec donc Lightroom et comme Lightroom est un programme dit non destructif, les différentes modifications sont inscrites dans un fichier texte qui est un fichier XMP et c'est ce fichier là qui va contenir les modifications et la photo brute d'origine n'est pas modifiée, pas touchée. Donc là vous voyez qu'on a déjà un petit aperçu de notre timelapse. Vous avez une courbe en bleu là, qui est en train de se dessiner petit à petit. Et en fait c'est la baisse de luminosité qu'il va y avoir tout au long du timelapse. Et on va voir que quand il aura fini de faire le changement des fichiers XMP, on va voir un petit peu une courbe en escalier. Et en fait c'est parce que on a fait des sauts de modification, donc comme j'ai expliqué dans la première partie théorique, où j'ai expliqué qu'en fait pour pouvoir faire le timelapse, on va surveiller ça comme le lait sur le feu, on va surveiller l'exposition et on va faire des modifications petit à petit pour pouvoir conserver une exposition sur le posemètre à 0 en touchant donc soit à l'ouverture, soit à la vitesse, soit donc aux ISO. Donc vous voyez, donc là il est en train de tout télécharger. Et donc ici on a un petit aperçu de ce que ça peut donner. Et vous voyez la courbe qui est en train en escalier en bleu qui est en train de se faire. Vous voyez qu'on est quand même resté aux alentours de 0. Quand on aura fini d'avoir la courbe complète, là, on pourra faire un petit peu le traitement. Donc vous voyez la courbe avec les différentes modifications qui sont effectuées petit à petit. Et donc on va relancer l'aperçu. Donc c'est à ça que ressemblera notre timelapse final avec sans côté pour l'instant les différents traitements. Donc on voit bien petit à petit le passage du jour à la nuit avec notamment les lumières de la ville qui se font apparaître. Voilà, donc on va pouvoir lancer le traitement. Donc la première chose à faire, c'est créer, ça se fait dans l'ordre, donc c'est créer des images clés. Une fois qu'on a sélectionné le nombre d'images clés, on clique, vous avez ce bouton là, Holy Grail Assistant, qui ne sera pas toujours accessible. Alors pourquoi ici il est accessible? Parce qu'il a remarqué qu'en fait il y avait ce passage du jour à la nuit. Et donc Holy Grail, en fait, c'est par rapport justement au timelapse quand il y a cette différence de luminosité. Et il va nous faire un traitement supplémentaire qui peut être intéressant et qui va encore améliorer la qualité finale. Donc vous ne l'aurez pas toujours, vous l'aurez que quand vous faites des passages jour-nuit ou nuit-jour. Donc on va cliquer dessus. Et qu'est-ce qu'on voit? En fait, on voit qu'on a une deuxième courbe qui s'est rajoutée, une courbe orange, en plus de la courbe bleue, qui est un peu en opposé. Et l'idée, c'est de bouger les différents curseurs, les deux curseurs, afin de pouvoir mettre au plus proche de la ligne jaune centrale. Donc on a la possibilité de faire une rotation ou d'étirer les courbes. C'est ce qu'on va faire pour pouvoir améliorer le traitement final. Donc ici on voit que l'idée c'est de mettre le plus proche de la ligne jaune et avec ce curseur là vous pouvez encore affiner.
Voilà, donc là on est pas mal. Donc une fois qu'on a sélectionné ça, ben, on fait sauvegarder. Donc qu'est-ce que ça fait sauvegarder? Ben, justement, ça sauvegarde dans les différents fichiers XMP les modifications qu'on va effectuer. Et donc puisqu'on a effectué ça, on va pouvoir faire maintenant le vrai traitement photo. Et c'est le logiciel Lightroom qui va nous permettre de le faire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir associer l'un avec l'autre. Donc comment faire? Ben, donc on va pouvoir sélectionner Lightroom. Alors l'idée en fait c'est de sélectionner Lightroom de façon à ce qu'on soit sur la bibliothèque, parce que c'est là que les photos vont pouvoir être ajoutées. Et tout simplement ben, on va pouvoir glisser grâce au bouton glisser vers Lightroom et relâcher. Et donc à partir de là il va pouvoir sélectionner les photos, les ajouter. Donc comme on a ici les photos qui sont directement sur le disque dur, ben, il n'y en a pas besoin de les copier, de les déplacer, on va juste les ajouter au catalogue Lightroom. Ça tombe bien parce que comme il y en a pas mal, on n'a pas des opérations longues à faire, c'est juste un catalogage. Donc voilà, on laisse tout sélectionner, hein, parce qu'on veut vraiment toutes les photos, et on fait importer. Donc là ça va prendre un certain temps parce qu'il y a quand même 642 photos. Mais comme je disais, c'est juste un catalogage, donc ça devrait rester quand même assez rapide. Donc on va pouvoir un petit peu regarder ce que ça donne avant même la fin de l'importation, hein, parce qu'on a déjà quelques photos qui vont apparaître. Et on va aller directement dans développement, même avant même qu'il est terminé. La deuxième chose, c'est que LR Timelapse va rajouter quelques nouveaux filtres, donc les filtres qui sont en bas à droite, et également ici un nouveau menu avec quelques possibilités, donc on verra ça assez rapidement. Donc ce qui va nous intéresser au début, c'est de sélectionner que les images clés. Le but en fait de LR Timelapse, c'est de travailler que quelques images clés. Ici j'en ai sélectionné une dizaine, et pas de travailler donc les 642 photos. C'est ça qui va faire l'efficacité du logiciel. Donc on va sélectionner donc du coup le filtre qui s'appelle LRTS Keyframes 01. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va nous conserver que les photos qui sont taguées comme étant des keyframes. Donc c'est des photos en fait tout simplement qui ont 4 étoiles. Donc ça revient au même que de mettre un filtre ici 4 étoiles sur Lightroom pour ceux qui ont l'habitude, qui connaissent. Donc l'idée c'est qu'il va me récupérer donc les 10 keyframes et qu'on va traiter du coup que ces photos là et pas la totalité. On va le laisser terminer l'importation, et dès qu'il aura fini d'importer les 642 photos, on va pouvoir faire le traitement proprement dit. Voilà, il a fini d'importer les 642 photos, donc il est toujours en train de travailler parce qu'il est en train de créer des aperçus, les aperçus un pour un. On va pouvoir quand même faire les modifications en attendant qu'il finisse les aperçus. Donc vous voyez, donc on a les 10 images clés, et effectivement quand on regarde les 10 images clés, on a une baisse de luminosité qui est due au coucher de soleil, et après donc le passage à la nuit, et avec donc les lumières de la ville qui vont commencer à s'allumer pour terminer donc vraiment en pleine nuit et avec l'éclairage de nuit. Donc on va pouvoir travailler sur la première image clé. Alors l'avantage de cette méthode pour créer le timelapse, c'est que vous faites vraiment le timelapse comme vous voulez vous, notamment au niveau du traitement. Donc le premier traitement que je vais faire, c'est que je vais mettre en 16 neuvième, puisque on va faire une vidéo, et donc ce sera plutôt au format 16 neuvième. Donc comme ça je fais le cadrage que je veux. Donc je vais prendre ici avec la règle des tiers, de mettre un tiers de ciel, puisqu'il n'est pas très intéressant, et 2 tiers d'horizon et de sol. C'est quand même plus intéressant cette partie là. Je vais même baisser encore un peu, parce qu'au niveau de la route ça peut être un peu intéressant, puis il y aura un peu plus de vie, alors que bon, au niveau du ciel ça sera assez terne. Donc on va faire le cadrage. Ensuite donc ce qu'on peut avoir à faire aussi, c'est le traitement. Là on va le faire tout de suite, la correction de l'objectif, la suppression de l'aberration chromatique, et d'activer le profil de correction. Donc il a reconnu que c'était le Sony FE 2405.
Donc ça nous a enlevé une partie du vignettage et puis la déformation de l'objectif. Regardez si je le retire, vous voyez que l'image est un peu plus bombée. Alors là il a enlevé ce traitement là, cette distorsion. Donc on va revenir donc sur notre réglage de base et sur notre cadrage, on laisse comme ça. On peut jouer éventuellement un petit peu sur déjà les hautes lumières pour récupérer par rapport au coucher de soleil. Les blancs, vous voyez qu'ici il y a encore pas mal de, il y a encore de l'information, on n'est pas cramé, hein. On récupère un peu les ombres parce qu'on est quand même un peu en format jour coucher de soleil. Sur les blancs, je peux quand même tirer encore un peu les noirs, les rendre un peu plus contrastés, à mettre un peu de contraste sur l'ensemble de la photo. L'exposition, je vais la mettre un peu plus jour pour faire encore plus le distinguo entre jour et la nuit. Bon, au niveau de la qualité de l'image, ça va. La mise au point semble correcte. Au niveau de la balance des blancs, je pense qu'on va la laisser comme ça. Peut-être chauffer encore un peu plus pour commencer, pour le coucher de soleil. Je suis pas trop magenta, donc j'aime pas trop mettre dans le magenta. On va mettre comme ça. Ce que vous pouvez faire, c'est jouer directement sur la pipette pour jouer sur la balance blanc. Si vous savez que tel ou tel endroit de votre photo est dans le côté nigrina, on va prendre par exemple ici sur l'immeuble. Vous allez voir, donc ici on va dire c'est la balance des blancs qui semblerait la plus neutre possible. C'est pour ça que j'aime bien un petit peu réchauffer ce côté coucher de soleil. On va rajouter un poil de texture, pas trop, un poil de clarté, ça fait pas de mal dans les micro-contrastes. La correction du voile, ici, il y en a un petit peu, donc c'est un petit peu la pollution. Il y avait un petit peu de voile sur cette soirée-là. Donc ici, on a le soleil qui est ici et donc qui crame complètement notre zone. Donc on va éliminer un petit peu le blanc pour pas cramer la zone. Voilà. Voilà. Donc là, quand on passe sur le repère, ben, on n'a plus la zone cramée. Et on a l'éclairage par rapport au soleil. Voilà, on est pas mal, c'est pas la peine de rajouter trop de vibrance et de saturation, mais on va en mettre un peu parce que comme on va faire une vidéo, c'est pas plus mal d'être un peu lourd sur les curseurs à ce niveau-là, parce que de toute façon on verra pas chaque photo à la suite, mais vraiment la vidéo finale. Voilà, donc c'est pas mal. On a fait ce premier traitement. Il y a quelque chose qu'on peut voir au niveau des... Alors ici je ne vais pas trop toucher sur la courbe. Pas toucher au virage partiel et aux couleurs, me semble bon, donc comme ça. Correction de l'objectif on a déjà fait. Et on va peut-être faire un petit peu dans le détail. Regardez juste, voilà, donc de base, normalement, les premières photos ont été prises à ISO 100, donc ça ne devrait pas poser de problème de qualité et de bruit. Donc on n'a pas besoin de bouger au niveau du gain, de la netteté, ou de la réduction du bruit, ou au niveau de la réduction de bruit couleur. On voit qu'il n'y a pas trop de grains. Il semble correct. On voit que la grue ici a bien pris par rapport au coucher de soleil, a bien été cramée. On était en mode de mesure sur l'ensemble du capteur, donc c'est pour ça qu'il y a certaines zones qui sont un peu surexposées, celles qui sont baignées par le soleil. Voilà, donc là on a traité la première photo. Donc là on a deux possibilités, soit on sélectionne toutes les photos et on fait synchroniser, et donc il va nous faire le même travail qu'on vient de faire sur cette première photo, sur toutes les photos, soit on utilise le script qui a été rajouté par LR Timelapse, qui donc, comme il indique, est alternate sync keyframes.
Et donc il va nous faire donc le traitement sur les différentes photos. On voit que les photos sont en train de se mettre à jour. Alors forcément ça va pas être adapté sur les dernières photos, mais le but justement c'est de modifier petit à petit nos photos. Donc on va sélectionner la deuxième photo et faire pareil, donc une partie de développement. Je vais même enlever la partie ici. Hop. On n'a pas besoin. Donc sur cette deuxième photo, on commence à voir le coucher de soleil un peu plus important. C'est intéressant de faire encore un petit traitement. Alors, niveau bruit, ça me paraît bon. Je suis pour l'instant à ISO 100 toujours. On voit ici le bateau, un Corsica qui passe. Je vais mettre un poil plus dans le jaune pour la température. L'exposition, ça me semble bon. Je vais mettre un poil plus, un peu de contraste. L'autre lumière, ça a l'air bon. Les ombres, c'est bon. On débouche légèrement. Les blancs, on va essayer de pas trop cramer. Voilà. Les noirs, c'est bon. On n'est pas bouché, c'est bon. On a ici à la limite par là, mais bon, il n'y a pas trop de détails de toute manière. Voilà. Donc le reste, c'est bon, je touche pas trop. Et à la limite, on peut commencer à regarder au niveau de la netteté. On voit qu'on est resté encore à ISO 100, donc à mon avis c'est bon. Voilà, ça c'est pas mal. Donc on va faire, hop, comme tout à l'heure, sélectionner les différentes photos, sauf la première, donc on vient de traiter, et faire donc atteindre 5 keyframes. Et donc il nous a fait les différentes photos. On va travailler la troisième photo. Donc pareil, donc on regarde un petit peu. Là on est passé, on est toujours ISO 100 parce que comme tant qu'on était en coucher de soleil, ben, on n'avait pas besoin de monter encore les ISO. Peut-être vous touchez juste un poil encore, réchauffer encore un poil pour profiter vraiment de ce beau coucher de soleil. Au niveau de la teinte, peut-être mettre un poil encore de magenta. L'exposition semble bonne. Le contraste, on ne touche pas. On connaît pas trop mal. On va pouvoir synchroniser. Cette fois-ci, à la limite, au lieu de passer par le menu ici, je vais passer par la synchronisation pour vous montrer à quoi ça ressemble dans les trous. Donc, on sélectionne tout sélectionné. Et donc, on fait synchroniser. Et donc, il va synchroniser tous les traitements qu'on a fait sur la photo 3, sur les autres photos, jusqu'à la 10e. Donc, on va pouvoir sélectionner la 4e. Donc là, on voit qu'on est sur la fin du coucher de soleil. Donc, on va pouvoir faire un traitement. Profite encore un poil de tout dernier. Réchauffer encore un petit peu de magenta. Exposition, on est bon. L'exposition, normalement, vous n'allez pas trop la toucher puisque vous avez fait esprit justement à la prise de vue en mode manuel de rester au plus proche de 0. Donc vous devez être assez proche de l'exposition que vous souhaitez. Là, vous voyez qu'il nous dit qu'on a la surexposition, mais c'est justement dans le rond du soleil, donc à la limite, c'est même pas la peine de toucher cette zone-là. Elle est cramée, mais c'est normal, c'est le soleil. Donc on n'est pas trop mal, on va pouvoir continuer. Donc on est passé à ISO 125, donc on va nous dire en correction du détail au niveau du bruit, c'est pas la peine d'y toucher. On va pouvoir synchroniser. Hop. Je vais faire encore la 5e photo. Parce qu'à la limite, bon, c'est pas très grave de faire toutes les photos. Vous avez vu, vous avez compris le principe. Et après, je passerai plus rapidement sur les différentes images. Donc là, on commence à avoir la toute fin du coucher de soleil. Donc, c'est pas la peine de réchauffer de trop. À la limite, même on peut partir dans l'autre sens cette fois-ci. On va commencer à bleuter un peu plus.
on est pas mal. On commence à être ISO 200. On va peut-être pouvoir toucher un poil au gain pour le traitement. Alors si vous ne connaissez pas, vous avez la possibilité d'appuyer sur la touche option pour ceux qui sont sur Mac ou Alt, donc sur PC, et vous cliquez sur au niveau du curseur de masquage et vous allez voir, il va passer en noir et blanc. Et en fait, tout ce qui est noir, ça va pas être touché par la réduction de bruit. Et on va mettre tout le ciel comme ça, et donc on va conserver plus que donc les parties vraiment texturées, et donc on va conserver vraiment que les parties de la ville. C'est là-dessus que ça va faire la réduction. Ça évite d'avoir des aplats et de trop réduction de bruit dans ces aplats. Ensuite on peut mettre un peu plus de réduction de couleur, et au niveau de la luminance, on va commencer à monter un peu aux alentours de 20 pour commencer. Voilà, donc au niveau, de toute façon on voit qu'au niveau des détails c'est encore bon. Donc on peut synchroniser tout ça. Je passe un peu plus rapidement sur les photos suivantes. Voilà, on attaque les 2 dernières photos, donc je baisse un peu la température pour partir sur du bleuté. Comme ça fait un beau contraste entre la lumière orange tungstène de la ville et le bleuté au niveau du ciel de nuit. Alors on était encore un poil dans l'heure bleue et l'heure crépusculaire. Je ne vais pas trop dans le magenta parce que je ne suis pas adepte du magenta personnellement. L'exposition, on commence à être un peu plus faible, mais c'est normal, on va vers la nuit. Je trouve que c'est pas mal comme ça. Peut-être toucher un poil au niveau du blanc. Quoique non, c'est pas mal comme ça. Ok. On va faire dans le détail parce que là on est quand même à ISO 800. Donc si je prends les zones les plus sombres, là où il y a le plus de bruit, on voit que ça reste quand même potable, hein. Il n'y a pas trop encore pas trop de texture. Donc au niveau masquage, on peut encore accentuer pour le mettre moins possible dans le ciel. Mettre un peu de gain, hop, et de la réduction de luminance. Voilà, on a quand même une qualité à ISO 800 sur le Sony A7 II qui est pas mal. La couleur on peut mettre un peu plus poussée, mais bon, de toute façon ici la forte dominance de la lumière tungstène orangée va de toute façon l'emporter sur le reste. Voilà, hop, on va pouvoir synchroniser les 2 dernières. Hop, et donc on va traiter la dernière photo, donc la toute dernière de la série. Donc on va dire que on est peut-être un peu trop dans l'orange. On va mettre un poil plus bleu, baisser également, partir un peu plus dans les verts. Voilà, on est pas mal. On va peut-être essayer de baisser au niveau des blancs, parce que là on est quand même assez fort. Voilà, on regagne un petit peu en les hautes lumières en netteté. Dans les ombres on est pas mal, parce que de toute façon c'est pas la peine de traiter trop, parce que on est quand même on veut faire l'effet nuit. Dans les noirs c'est pareil, je vais baisser même un peu pour aller un peu plus vers la nuit. On est pas mal, et on va mettre du détail. Je peux encore monter dans le gain et dans la réduction de luminance. De toute façon quand on voit, bon ici les parties les plus bruitées, ça reste potable, surtout quand on verra ça sous forme vidéo. Et bon, tout ce qui est éclairé, vous voyez que même à ISO 800 il n'y a pas beaucoup de bruit, parce que l'exposition est correcte.
Et pour arriver à cette exposition correcte, ben, on a fait un temps d'obturation de 6 secondes sur la fin, avec un intervalle de 10 secondes. Voilà, donc c'est pas mal. Donc on va reprendre par contre l'ensemble des photos et régler juste un dernier détail. Je vais reprendre sur la première et repartir donc dans le cadrage et régler un petit détail qui me chiffonne toujours moi personnellement quand je prends les photos, mais bon, je suis un petit peu pénible là-dessus. C'est que j'aime bien avoir un horizon bien plat. Et là il est un poil penché, donc on va voilà mettre comme ça. Et on va faire le cadrage ici. Hop. Ce qui fait que quand je vais synchroniser toutes les photos, je vais prendre l'option de la Lightroom de base, synchroniser. Et cette fois-ci, je vais tout désélectionner, ne rien sélectionner, sélectionner le processus parce que ça on est obligé. Sinon, il fait la tête et faire le recadrage. Hop. Et on synchronise. Donc comme ça, il nous refera le recadrage et il nous mettra l'horizon droit sur toutes les photos. Donc il a fait toutes les photos. On peut regarder sur la dernière, c'est bon. Le cadrage est bon. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on sélectionne nos 10 photos. On revient dans la bibliothèque. Très important de revenir dans la bibliothèque pour faire cette opération là. Et on fait donc, après avoir sélectionné toutes les photos, un clic droit. Et on va aller dans métadonnées. Enregistrer les métadonnées dans les fichiers. Donc c'est les fameux fichiers XMP. Donc on va enregistrer toutes les modifications qu'on a fait dans ces fichiers XMP pour que LR Timelapse puisse les utiliser. Donc une fois qu'il a fait ça, on va pouvoir retourner dans LR Timelapse. Et donc on suit l'ordre, donc on a rechargé. Donc recharger, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, justement, il va récupérer nos fichiers XMP modifiés, nos 10 keyframes, nos 10 images clés. Et donc il va, on va le voir ici, ça va modifier les images, mais que de nos 10 keyframes. Voilà. Donc on voit qu'ici il y a des modifications qui ont été faites, parce qu'on le voit par exemple le crop angle, donc l'angle a été modifié, donc on voit que la valeur est différente de 0 alors qu'elle était à 0 jusqu'ici, qui montre bien la modification. Pareil pour l'exposition, donc on est au lieu d'être à 0, on est à 0,150. Et donc ce qui va se passer, donc on va faire auto-transition. Auto-transition, c'est là la magie de la timelapse, c'est qui va nous faire la transition pour les 642 photos. Ce travail qu'on aurait été obligé de faire photo par photo, c'est lui qui va nous la faire automatiquement. Donc on lance l'auto-transition. Il va nous faire un calcul de ces différentes transitions. Bon, c'est un lissage, hein, il va passer des différentes valeurs entre les différentes images clés petit à petit et faire des modifications très fines d'une photo à l'autre. Une fois qu'il a fait ça, on clique sur extrait visuel et c'est là qu'il va nous construire justement donc les modifications et ce lissage. Et c'est là que ça va prendre du temps parce qu'il y a quand même 642 photos à faire. Donc vous pouvez voir ici, ça va progresser, la barre, ici pour l'instant elle est jaune, va progresser petit à petit et on va se retrouver au bout du traitement des 642 photos pour voir la suite à donner. Une fois qu'il a terminé donc tout le traitement de l'auto-transition des extraits visuels, vous avez une étape supplémentaire facultative mais qui peut être intéressante, c'est la suppression du questionnement visuel. Et donc si vous voyez qu'il y a encore un petit peu de scintillement sur votre photo, ce que vous faites c'est que vous sélectionnez un certain nombre de photos. Donc là par exemple je vais faire une force moyenne, je vais sélectionner 10, l'appliquer. Vous voyez, il est reparti pour un calcul, un certain nombre de photos à traiter. Donc on se retrouve dès qu'il a fini cette nouvelle série. Voilà, donc il a fini de faire le travail de suppression de grignotement visuel. Donc on peut retourner dans Lightroom. Et cette fois-ci, on va sélectionner toutes les photos. Donc on peut faire dans la bibliothèque la full sequence, LTRS full sequence. Et donc on va tout sélectionner.
Et on va faire le contraire de tout à l'heure. Tout à l'heure, on a enregistré. Donc là, on va aller dans métadonnées. On va lire les métadonnées depuis les fichiers. Parce que l'AirTimeLapse s'occupait de modifier tous les fichiers XMP. Donc on va dire à Lightroom de récupérer les informations qui sont dans ces fichiers métadonnées. Donc vous allez voir que du coup, ce qui va se passer, c'est que nos photos qui sont pour l'instant pas traitées, vont être traitées. Par exemple, la 143 qui était une photo de keyframe, elle est traitée, et celles d'à côté, aux alentours, ne sont pas encore traitées. Et vous allez voir qu'une fois qu'il aura fait la lecture des métadonnées, il va modifier l'aperçu, et donc on verra la modification pour se rapprocher de la photo, de l'état de la photo 143. Vous voyez, ça arrive, toc, 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 petit à petit. On voit d'ailleurs vite la différence entre la photo non traitée et la photo traitée. Donc une fois qu'il aura fini de faire toute la lecture, ben là on pourra s'occuper de faire l'exportation. Donc on va procéder donc à l'exportation. Donc on a sélectionné nos 642 photos. Donc il doit exporter, exporter. Et donc on a une nouvelle rubrique qui s'appelle AirTimeLapse qui nous permet d'avoir déjà les paramètres pour pouvoir faire de l'exportation. Donc par exemple ici je vais prendre en 4K et donc il me propose donc 4K, 6K, 8K. Donc puisqu'on a un niveau de détail assez importante des photos, on peut aller vers des photos, on peut aller vers des timelapses de grande taille. Je vais prendre 4K en JPEG. Allez, je lance l'exportation. En fait, il va nous faire deux choses. Il va nous faire l'exportation des différentes photos au format JPEG. Et puis surtout, il va permettre à l'AirTimeLapse de faire le rendu vidéo. Donc ça va encore prendre pas mal de temps parce qu'il y a 642 photos. Et donc on va voir après dans l'AirTimeLapse comment il se débrouille pour nous créer la vidéo. Donc une fois qu'il a fini cette exportation, on se retrouve dans l'AirTimeLapse pour voir le rendu final. Voilà, Lightroom a presque fini de faire donc l'exportation des 642 photos et on va bientôt basculer donc sur l'AirTimeLapse pour faire le rendu vidéo final. On aura fini de martyriser notre ordinateur parce que c'est vrai que faire le traitement de 642 photos et même parfois beaucoup plus, 900, plus de 1000 pour certains timelapses, ça fait un petit peu souffrir la machine, mais bon, c'est pour la bonne cause. Donc dès qu'il aura fini de finir les dernières exportations, donc on rebasculera sur l'AirTimeLapse pour le rendu vidéo. Voilà, on a rebasculé sur l'AirTimeLapse automatiquement, hein, comme vous avez pu voir. Donc il nous propose de faire encore les derniers paramétrages si on veut, au niveau de la taille du fichier de sortie. Donc on a sélectionné 4K, tant qu'à faire, prendre la meilleure qualité possible, la meilleure taille. Et donc en cadence 25 images par seconde, rapport 1 sur 1. Et donc on va lancer le rendu. Ça va être pas très long finalement sur cette partie là. Donc je vais juste forcer donc la sortie en 16/9 et on lance le rendu vidéo. Donc comme il a déjà effectué au niveau de toute l'exportation des fichiers JPEG, finalement c'est plus qu'une agrégation de 25 images, 25 fichiers images, photos JPEG par seconde. Donc le rendu sera assez rapide. Vous avez la barre de progression tout en bas ici, qui vous indique d'ailleurs où ça en est. Vous voyez que c'est assez rapide par rapport à tous les calculs et toutes les modifications qu'on a pu faire jusqu'à présent, soit sur Lightroom, soit sur l'AirTimeLapse. Là, le rendu, c'est pas ça qui prendra le plus de temps et qu'il faudra chauffer le plus la machine. Mais bon, ça prend quand même quelques minutes puisqu'il y a quand même 642 photos à agréger. Voilà, donc il a presque fini le rendu. On va enfin pouvoir regarder ce que ça donne en gros plan, le timelapse final.